Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Auger, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Contente de vous retrouver pour le panel politique américain parce qu'il s'en passe pas mal des choses là, à l'approche de la présidentielle. Et ce qui a marqué, entre autres, les dernières heures, c'est ce sondage de la firme Emerson sur les États clés. On va le voir là, sur les tableaux qu'on peut vous présenter. On voit que Donald Trump est en avance dans plusieurs des États clés. Là. C'est 4 États clés sur 7, 5 sur 7. Mais par contre, c'est quand même serré. Là. Raphaël, quoi conclure du fait que ce soit aussi serré? On est dans la marge d'erreur ou il faut penser que M. Trump est réellement en avance? Il faut penser que c'est extraordinairement serré. Là, vous parlez d'une firme, l'Emerson College, qui on prend la moyenne, l'agrégation dans les 7 États clés. C'est pas compliqué. En date d'aujourd'hui, exactement 25 jours du scrutin, Véronique, il n'y a aucun des deux candidats qui a une avance d'1 point ou plus. On est dans les 0,2, 0,3, 0,9. Autrement dit, que ce soit un ou l'autre qui, de façon nominale, soit en avance. Il n'y a personne qui est vraiment en avance lorsque vous regardez les sondages menés par des instituts universitaires, par les grands médias qui sont diffusés dans les grands médias populaires américains. Une fois que ça s'est dit, et je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt à l'émission cette semaine, mais il y a un énorme débat présentement aux États-Unis sur les sondages, en guillemets, publics, ceux qui sont diffusés comme celui-ci sur les grands réseaux, et les sondages internes. C'est quelque chose que, personnellement, j'entends depuis des semaines. Je me gardais d'en parler parce que c'était des rumeurs. Là, ce ne sont plus des rumeurs. On a 2 campagnes sénatoriales du côté démocrate, non pas républicain, démocrate, dans 2 États clés du Midwest, le Michigan et le Wisconsin, pour ne pas les nommer, qui disent que leurs sondages internes, qui sont souvent mieux calibrés et mieux financés, montrent que le portrait n'est pas aussi rose dans ce qu'ils voient pour Mme Harris que ce que le grand public voit au niveau, encore une fois, des sondages, en guillemets, publics. Et dernier petit point, on peut parler de sondages, on peut aussi parler de l'enregistrement des nouveaux électeurs. Vous prenez des États comme le Nevada, l'Arizona et la Pennsylvanie, les républicains enregistrent et sont en train d'enregistrer plus de nouveaux électeurs vis-à-vis des démocrates qu'à tout point entre 2 élections depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire que M. Trump est favori présentement. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques signes présentement qui semblent inquiétants pour le camp Harris. Mais Catherine, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'élection présidentielle contre Hillary Clinton où c'était tellement serré, puis finalement, on s'est trompé sur toute la ligne avec les sondages. Là. Comment on peut se fier à ça? Oui, bien, je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est serré. Je suis tout à fait d'accord avec Raphaël. Il y a quelque chose dans la campagne qui est en train de se passer qui nous donne des signes que les sondages internes donnent des résultats différents. Et ces signes-là, je pense que c'est des problèmes pour la campagne de Mme Harris. Le fait qu'on ait sorti un gros bonnet de taille, l'ancien président Obama, pour venir en Pennsylvanie, courtiser les jeunes hommes américains qui sont le nouvel électeur aspirationnel, l'électeur qui n'est pas passif, mais celui qui veut du changement. Le fait que Mme Harris a fait une ronde de médias de masse, elle vient d'annoncer aussi un comité bipartite aviseur. Elle dit « je vais gouverner pour tout ». Ce sont des signes, pour moi, là, que j'ai fait pas mal de campagnes. Là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et il y a des décisions qui se prennent. Elle n'était pas dans sa zone de confort en faisant des médias de masse et elle l'a fait pareil. Là. Michel, comment vous voyez ça, vous? D'abord, les sondages que l'on voit sont dans la marge d'erreur et même, ils sont presque à égalité, puis c'est des marges d'erreur de 3 ou de 4 Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est 4 d'avance et on ne peut pas le dire après, à partir de ces sondages-là. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention, toujours, dans tous les cas, remarquez. Mais dans ce cas-ci, c'est extrêmement serré et extrêmement serré partout. Je suis certain que Mme Harris se sentirait beaucoup plus en confiance si, dans l'un des 7 ou 8 États clés, elle avait une certaine avance, mais elle n'en a pas nulle part. Par contre, et ça c'est un autre problème, ça c'est pour M. Trump, c'est est-ce que sa sortie de vote va être là? Est-ce que la sortie des gens qu'on a identifiés comme étant des partisans de M. Trump et qu'on va souvent aller chercher en voiture, leur donner une gardienne, on fait ça aux élections au Canada aussi, il n'y a rien de spécial là-dedans, mais est-ce que ça va se faire cette fois-ci? Les démocrates ont traditionnellement un bon dossier là-dessus parce qu'ils ont l'aide des syndicats, entre autres, qui sont très bien organisés. Alors, on le verra. Puis il y a des syndicats qui appuient M. Trump. On ne peut pas l'oublier, les Teamsters appuient M. Trump. C'est quand même un très gros syndicat aux États-Unis. Mais actuellement, moi, je sens pas de glissement ni d'un côté ni de l'autre. Je sens que c'est extrêmement serré puis que
on va se coucher tard au mois de novembre. Si on se couche, Véronique, je tiens vraiment à renchérir rapidement sur ce que Michel vient de mentionner pour ce qui est de la sortie de vote. En ce qui me concerne, je le disais à l'émission spéciale qu'on a faite ensemble, lui et moi, il y a quelques semaines à Radio-Canada, c'est peut-être la question la plus fondamentale à laquelle on n'a pas de réponse et on n'aura pas de réponse avant au moins le 5 novembre. C'est-à-dire, à quel point est-ce que l'opération de sortie de vote de M. Trump est vraiment professionnelle? On sait qu'elle est nettement moins bien organisée, moins financée que celle de Mme Harris. Ce qu'on a entendu d'ailleurs cette semaine, ce sont plusieurs, sans dire récriminations, plusieurs inquiétudes dans le camp républicain chez des stratèges professionnels qui disent, en bon français, ça a l'air broche à foin cette affaire-là. Si la course est moindrement aussi serrée que tout ce qu'on voit présentement, que tout ce qui est suggéré, oui, Mme Harris peut être dans une situation, disons, d'inquiétude présentement. Je suis entièrement d'accord là-dessus avec Catherine, c'est-à-dire qu'elle ne ferait pas ce qu'elle a fait cette semaine si sa campagne croyait qu'elle était en avance. Reste qu'au final, si elle fait sortir son vote et lui a davantage de difficultés, avec une base électorale, soit dit en passant, et je le dis avec tout le respect, qui est statistiquement moins scolarisée, je le mentionne parce qu'on sait sur des années de recherche empiriquement que ça suggère fortement qu'elle va être plus difficile aussi à mobiliser pour les faire sortir voter. Ça peut être problématique pour lui. C'est ça. C'est l'organisation sur le terrain aussi qui va vraiment faire toute la différence quand c'est serré comme ça. Puis ça fait des semaines en plus que c'est serré, là. Je voudrais qu'on revienne aussi sur le passage de l'ouragan Milton en Floride cette semaine parce que ça a touché évidemment les campagnes de l'un et l'autre, là, avec cette désinformation qui a été véhiculée sur les réseaux sociaux. Puis même les républicains y ont participé, notamment Donald Trump. Et vous allez l'entendre dans l'extrait suivant. Pieces of Florida got hit. I mean, it's incredible. The worst ever, they say. They had no money. You know where they gave the money? To illegal immigrants coming in, many of whom are killers, many of whom are drug dealers. Mr. President, have you spoken with former President Trump at all? Are you kidding me? Mr. President Trump, former President Trump, get a life, man. Help these people. On a voulu montrer l'extrait du président Biden aussi parce que c'était clair, là, get a life, là, tu sais. On sent qu'il y a une rhétorique peut-être plus radicale sur les changements climatiques, les migrants. Catherine, est-ce que Donald Trump, ça peut l'avantager d'entretenir ces discours-là? Non, je ne pense pas. Mais malheureusement, il y a beau mentir, il y a beau continuer à tenir ces discours-là, il n'y a rien qui lui colle à la peau. Je pense que c'est inacceptable de politiser une situation où il y a potentiellement 50 milliards de dommages, des décès, etc. Mais il faut dire que les crises ont tendance à avantager, je pense, un petit peu M. Trump, là, si on parle d'Iran, Israël ou des catastrophes comme on a vu en Floride. Mais la politisation, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, il faut le dire, Mme Harris, le fait qu'elle ait soulevé qu'elle n'avait pas eu de retour d'appel du gouverneur de la Floride, M. DeSantis, elle a aussi, d'une certaine manière, mis ça sur la place publique là, et politisé un peu. Je pense que c'était une erreur pour elle d'avoir fait ça. Et les grands gagnants si gagnant il y a, de cette tragédie, c'est le président Biden et le gouverneur DeSantis qui semblent très bien communiquer et qui livrent la marchandise d'une manière très sentie. Michel, on sent par contre là, que l'objectif, c'est d'alimenter les tensions politiques. C'est clair qu'il y a ça. On se sert d'une crise pour alimenter les tensions politiques. Écoutez, quand on vient d'entendre M. Trump dire l'argent qui devait aller aux sinistrés est allé à des assassins et à des vendeurs de drogue qui sont des immigrants illégaux. D'abord, c'est un mensonge, c'est la première des choses. Et ça, j'ai passé cette semaine, avant-hier, écouter un discours de M. Trump au complet en direct sur X. Je peux vous dire que j'ai arrêté de compter les mensonges, ça n'avait pas de sens. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il peut s'en sortir avec ça. Quand la Congresswoman Marjorie Taylor Greene dit « les ouragans sont créés par le gouvernement pour nous nuire en Floride », à un moment donné, il y a une banalisation du mensonge et de la désinformation dans cette campagne. Quand on écrira l'histoire de la campagne, va peut-être être un des hauts faits de cette campagne-là. Et je pense que même dans les médias traditionnels qu'on dit plus proches des démocrates, on se bordera même plus de corriger M. Trump parce qu'il y en a trop. Puis, à un moment donné, ça devient normal. Cette nouvelle normalité-là n'est pas très bonne pour personne. Pas corriger et oublier. Oublier. Qui se souvient même qu'il y a quelques années, M. Trump, en privé, avait parlé de potentiellement considérer utiliser des armes nucléaires pour lutter contre les ouragans?
quelque chose qu'il a dit et on l'a complètement oublié. Oui. Donc, il y a ça au niveau de la banalisation. Et pour ce qui est de toujours, presque toujours, ramener tout à son enjeu chouchou de l'immigration clandestine, devinez où est-ce qu'il est, M. Trump, cet après-midi même. Il est à Aurora, qui est une banlieue de Denver. Pourquoi? Parce que c'est un État qui est clé, un État qu'il pourrait espérer gagner le 5 novembre prochain? Non. Parce qu'il veut marteler, encore une fois, dans cette région-là, qui a été le théâtre de crimes perpétrés par des migrants clandestins. Encore une fois, ce thème-là, je le répète, qui n'est pas la première priorité de l'électorat. Et petit point additionnel, parce qu'on entend tout ça, on se parle de tout ça. Le flashback que j'ai personnellement, c'est il y a quelques semaines, quand M. Trump participait à une balado-diffusion. Et l'animateur lui a posé la question suivante. Comme électeur indépendant, ce que lui disait être, ce que l'animateur disait être, comme électeur indépendant, qu'est-ce que vous avez comme message pour venir me chercher, pour aller me convaincre? Et la réponse de M. Trump, c'est à dire essentiellement, j'ai été victime de fraude électorale en 2020. Le point plus large étant simplement ceci, Véronique, il semble avoir, en fait, c'est même pas semblé, il a une difficulté fondamentale à ratisser plus large que sa base, alors qu'il va avoir besoin de plus qu'elle pour gagner dans 3 semaines et demie maintenant. Et Catherine a fait tantôt référence à l'ancien président Barack Obama qui était en Pennsylvanie, notamment pour faire campagne pour Kamala Harris. Et il en a profité pour attaquer Donald Trump. On va l'écouter tout de suite. Donald Trump is a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago. You've got the tweets in all caps. You got the 2-hour speeches, word salad, constant attempts to sell you stuff. Who does that? Catherine, pourquoi on le sort, Barack Obama, d'après vous? On le sort tôt. On le sort tôt, je trouve. Mais bon, oui, on le sort parce que, pour moi, il y a 2 raisons. D'abord, on l'a dit à cette émission-là, c'est une voix extrêmement importante, un ancien président populaire aussi chez les Afro-Américains. On le sort pour pouvoir avoir un effet dans les dernières semaines de la campagne et être capable d'aller chercher ces poches de vote-là, ces milliers de votes-là qui sont collés à Donald Trump. L'autre raison, je pense, quand on l'écoute comme il faut dans la sortie qu'il a faite toute la journée, plus ce discours-là, il n'avait pas été là depuis la Convention. C'est que je pense qu'il y a encore l'histoire de l'électeur aspirationnel. Qui est-il? Cette fois-ci, dans cette élection, c'est beaucoup le jeune homme américain. Je dis aspirationnel, il a des ambitions, il veut se marier, mais il vit dans le sous-sol de ses parents. Et pour lui, c'est pas Mme Harris qui va régler son problème, c'est M. Trump. Il s'est rangé derrière M. Trump. Et il y a des Afro-Américains et des hispanophones aussi dans ce groupe-là. Et c'est un groupe très important en ce moment pour les démocrates. Le vote de la communauté noire, effectivement, il a appelé à voter pour Mme Harris. Michel, en quelques secondes, à quoi s'attendre? Parce qu'il reste 25 jours avant la présidentielle. Pennsylvanie. Si j'étais capable d'aller aux États-Unis dans les prochains jours, c'est là que j'irais. Je pense de plus en plus que le candidat qui va gagner, ou la candidate, évidemment, qui va gagner la Pennsylvanie, va gagner l'élection. Véronique, en 10 secondes, la Pennsylvanie, je l'ai visitée il y a moins d'une semaine et ça va me prendre plus que ça pour me remettre de l'élimination des Phillies cette semaine. Alors, tous les yeux vont être tournés vers les États clés, ça, c'est clair. Merci, Raphaël, Catherine et Michel C. C'est très intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir.